Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour Karamoko Lamine Girassi. Bienvenue. Ouais, on est confortablement installés. Ouais. C'est impressionnant, ça fait du bien. Je vais venir souvent. Ouais. Le week-end, ça s'est bien passé, Ahmed? Ouais, j'ai passé un bon week-end de bourgeois. J'ai essayé de convertir mon petit frère Moussa Moïse là, à la bourgeoisie. Ouais. Donc je l'ai emmené dans des petits endroits. Il me dit: ah, grand frère, ça existe en Guinée? J'ai dit oui. J'ai dit, tu vois, c'est ça les bienfaits de la bourgeoisie. Oh, ben voilà. Ça commence bien. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Lamine. Quand j'ai vu le bonnet, j'ai pensé à Sani Abacha. Eh bien. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, il y a un air. Sani Abacha. Il manquait plus que ça. C'est pas possible. Madame Yoro, bonjour. On vous voit en président. Bonjour, monsieur le président. Vous allez me créer des problèmes là ce soir. Des gros problèmes. Des gros problèmes. Oui, Surtout à Sékou Touré, on est braqué l'espace là-bas. C'est dingue, quoi. C'est juste On en a déjà assez, on retire. Il n'est pas président, non, il n'est même pas intéressé. On précise, Lamine n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé, ouais. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour Fama, bonjour à tous. Il aggrave. Il est toujours comme ça, il aggrave toujours la vie. Il en rajoute une couche en plus. Après, c'est lui qui me court derrière. Jacques Léwalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, la suite de cette enquête, Moussa, saisie donc de cocaïne, guide du bateau qui a servi donc au transport de la cargaison. Vous avez envoyé la photo hier, Oui, Moussa. exactement. Ouais. Je sais pas, c'est un tout petit. Oui, on va essayer de détailler ça parce que okay. Ce qui se passe, mon cher ami, parce que le week-end déjà on apprend que Babou a été auditionné, il faut le rappeler, ce lundi normalement, le directeur de la police nationale, je parle de Bafoué, devrait être attendu aussi, ça veut dire que l'heure est grave. L'heure est grave, mais c'est aussi une très bonne chose, je le précise ma pensée. Dans tous les pays du monde sont atteints par ce fléau qui est la drogue, la cocaïne, l'héroïne, etc. D'accord? Non, laisse-moi juste finir, s'il te plaît. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais laisse-moi finir. Alors, vous avez en France, aux États-Unis, au Mexique, des saisies. D'accord? Pour une fois qu'en Afrique de l'Ouest, on a une saisie de la sorte, que l'État soit transparent, que justement, hauts gradés de la police soient interrogés au su et au vu de tout le monde. C'est-à-dire là, pour une fois, rien n'est caché. On devrait plutôt s'en réjouir et se dire que l'État, pour une fois, fait son boulot de protection des populations d'une part et dit au monde entier, voilà, chez nous, lorsqu'il y a malversation ou lorsqu'il y a détournement, parce qu'il y a forcément détournement, nous allons extirper de nos rangs les brebis galeuses. Excusez-moi d'être d'un optimisme béat, mais moi je vois la chose comme ça. En fait, je ne vois pas la Guinée qui est en train de devenir un État de mais c'est des ripoux quand même. Oui, mais justement, mais l'État fait son travail pour une fois. Il faut féliciter l'État. Les ripoux, on va les sortir des rangs de la police. Et c'est une très bonne chose que quelqu'un comme Bafoué, qui sont quand même des hauts gradés, et comme il s'appelle, Fabou, soit auditionné. Ça prouve, pour une fois, que la justice va être égale pour tous. S'ils sont coupables, et ça, honnêtement, je les vois mal faire ça, mais s'ils sont coupables, ils seront condamnés. S'ils ne le sont pas, pour une fois, ce ne seront pas les lampistes qui prendront. Mais retenons quand même, ça, je répète encore une fois, désolé d'être d'un optimisme béat ce matin, mais moi, ça me fait du bien de voir que mon pays, mon État, réagit pour extirper de ses rangs les brebis galeuses de la police. Voilà, c'est une bonne chose. Alors, Daouda Mohamed, il faut le rappeler aux auditeurs, parce que c'est une affaire qui a démarré il y a plus de 2 semaines. Moussa a mené l'enquête, on va essayer de l'écouter un peu plus tard, mais d'abord, ce qu'il faut retenir, parce que moi j'ai eu Bafoué au téléphone évidemment en ce qui concerne la suite des enquêtes, il m'a expliqué un petit peu comment les choses se sont passées. Évidemment, c'est Fabou qui a informé la présidence, c'est lui qui a appelé le président à dire oui, il y a eu saisie, au lieu de même passer par son ministre, il faut le rappeler. Derrière, il y a eu ce contrôle, on a eu cette exposition à la télévision et ça a donné ce que ça a donné. Oui, et c'est là d'ailleurs le drame se trouve, parce qu'aujourd'hui chacun veut coûte que coûte se faire plaire auprès du président. La hiérarchie n'est plus respectée. Les grandes gueules. On ne peut pas comprendre que Fabou se transporte à la présidence pour aller donner des explications, même si c'est une attitude que le président lui-même adore bien.
Mais lorsqu'on est dans une administration, il y a des étapes à suivre. Il y a un ministre, il y a un directeur. Et Bafoué, il est au-dessus de Fabou. Alors, lorsque Fabou doit se transporter, même pour voir le ministre, il doit d'abord s'entretenir avec son directeur. Normalement. Lorsqu'il ne le fait pas, ça veut dire que c'est qu'on apprend dans les couloirs qu'il y a une sorte de clanisme, il y a une sorte de fumisme au sein de notre administration. Et surtout, Fabou, il faut le dire, il est le plus souvent cité parce que parfois c'est lui, il serait celui qui rapporterait auprès du président certaines attitudes même de ses responsables, de sa hiérarchie, même de l'entourage. Et aujourd'hui, qu'on soit dans cette situation, que j'entende encore Ahmed Kourouma ce matin être optimiste que pour cette fois, pour une fois, on va sanctionner. Jamais il n'y en a eu en Guinée. Il n'y en a eu en Guinée, il n'y en aura pas. En tout cas, il n'y en aura pas. Vous allez bien. Hier, il y avait déjà une certaine presse qui disait que Fabou a démenti son audition à la présidence et ainsi de suite. On va faire quelques jets d'éléments pour anéantir, pour dire après tout non, c'était des mensonges, c'était la presse qui a transporté ceci ou ça et là. Mais il y a ce qu'il y a à rappeler, c'est qu'on n'est pas encore prêt à faire subir à nos responsables la rigueur de la loi. Lorsqu'ils sont... L'espoir est permis quand même. L'espoir... Non, moi je n'ai pas d'espoir. Bon. Moi je n'ai pas d'espoir parce que ce n'est pas une première. Il y a eu plusieurs actions ici où les hauts gradés, où les hautes personnalités ont été citées. Regardez un peu cette affaire qui est au tribunal qui est au parquet avec le gouverneur de la Banque centrale, Lucien Nabé. D'un côté, c'est le ministre qui sort pour dire que jamais il n'y a eu un mandat contre le gouverneur, et de l'autre côté c'est les avocats, c'est d'autres qui sortent pour dire effectivement il y en a eu. Donc on essaie par tous les moyens de noyer le poisson et exposer ou mettre, je vais dire, présenter la presse par moment comme des colporteurs de rumeurs, comme des colporteurs de mensonges. Tout cela ne peut pas aujourd'hui contribuer à la manifestation de la vérité dans notre pays. Il ne faut pas avoir espoir que ça peut arriver, qu'un Fabou soit derrière le violon parce que ça n'arrivera pas. C'est des petits Mamadou encore, comme on a annoncé, les têtes vont tomber et c'est la tête du planton qui est tombée. Ça va encore être la même chose. Waouh, non, il est très amer. Allez-y. Moi, mon problème avec ce qui se passe, je ne sais pas, le président de la République, puisqu'on le définit comme étant le premier magistrat de la République, il se voit obligé de présider les enquêtes. Pourquoi c'est à la présidence on va traiter ce dossier? Moi, je me dis, dès lors qu'on a su qu'il y a, n'est-ce pas, un flou autour de la saisie de la cocaïne, le président de la République, sa volonté, il peut l'exprimer, mais il met en place une commission d'enquête indépendante, parce qu'une commission d'enquête indépendante au sein de laquelle on va avoir des cadres qui n'ont pas d'affinité avec les personnes qui pourraient être impliquées dans ce dossier. Le président de la République, c'est lui qui a nommé tous ces hauts gradés de la police, de la gendarmerie. Il aurait du mal, pour les liens qu'il a personnellement avec certains parmi eux, d'aller au bout de son travail. Surtout que ça s'est fait devant lui. Il y a des gens qui travaillent, mais c'est sous son leadership, c'est sous son regard. Sa volonté, il peut l'exprimer, mais j'ai dit encore une fois, s'il veut vraiment aller jusqu'au bout, il doit mettre une commission d'enquête indépendante qui soit totalement détachée de l'exécutif, donc de la présidence de la République, et que cette commission-là ait les garanties nécessaires en termes de sécurité, en termes de moyens, pour non seulement gérer cette affaire qui est en cours, mais prévenir d'autres actions qui peuvent avoir un lien avec la cocaïne dans le pays. Moi, c'est ce problème-là que j'ai depuis que cette enquête a commencé. Vous vous rappelez avec... notamment le combat que Dadis a voulu mener ici. C'est lui pratiquement qui présidait les audiences au camp Alpha Yahya. C'était du populisme. Et après, il n'y a pas eu... Pour quel résultat? Pour quel résultat? Il n'y en a pas eu. Merci. Il n'y en a pas eu. Donc, quand j'ai parlé du président de la République, donc il n'a qu'à se retirer.
il exprime sa volonté, il donne les garanties à une commission d'enquête et que cette commission fasse, n'est-ce pas, son travail de manière indépendante, je crois qu'on pourrait, n'est-ce pas, obtenir des résultats probants. Avec Dadis, il y a eu beaucoup d'erreurs. On a présenté des gens à la télévision comme étant des narcotrafiquants et finalement, lorsqu'on a organisé le procès, tout le monde a été blanchi. Je crois qu'il faut éviter ces types d'erreurs. Il faut donner le travail, il faut confier la tâche aux professionnels du droit. Lamine, excuse-moi. Diana, pardon, je te prends 2 minutes. Écoute-moi, 2 secondes. D'abord, je voudrais répondre à Daouda. Daouda, tu ne peux pas dire à l'antenne que c'est le président de la République, ou plutôt qu'il n'y aura pas de sanctions. L'État est en train de montrer, justement, qu'elle auditionne les plus hauts gradés. C'est la première fois qu'on voit des choses comme ça. C'est la première fois. Non, mais il faut... Non, attends. C'est parce qu'on n'a plus d'espoir. Là, pour une fois, écoute-moi bien, il s'agit... Pour une fois, on parle de 100 tonnes. C'est une enquête guinéenne. Mais dis-toi une chose, c'est que la DEA américaine et les Français suivent l'histoire. Donc, crois-moi, il y aura des sanctions. Ça, c'est la première des choses. Mais c'est son droit de douter. Non, je peux le comprendre. C'est mon droit aussi. C'est mon droit aussi de dire que moi, pour une fois... On l'espère bien, mais je ne suis pas optimiste. Ensuite, 2 choses. Le président de la République ne mène pas l'enquête. C'est le procureur actuellement qui est saisi du dossier. Bien. Ce qui prouve... Attends. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Non, mais pourquoi c'est assez couturé? Mais parce qu'il est normal, écoute-moi, il est normal, dans un pays dit normal, que lorsque 100 kilos de drogue sont saisis, qu'on informe la présidence. Et je rappelle ici, moi, et là... mais c'est pas Fabou de le faire, je le tiens. Ahmed, ce n'est pas ça. Quand on dit Fabou a été auditionné à la présidence, que tel officier a été invité à la présidence. Il n'a pas été auditionné à la présidence, il a été auditionné par un procureur. Ça, c'est une réalité. Bien, merci beaucoup Ahmed. Allez-y madame. Pas la justice. Ouais. On est d'accord. L'exécutif n'est pas le judiciaire. Allez-y madame. Sinon, on se marche sur les plates-bandes chacun l'un de l'autre, on ne pourra jamais s'en sortir. C'est ce qu'on déplore le plus souvent ici, Lamine. Les affinités dont on parle le plus souvent, vous parlez de Fabou qui a d'ailleurs été élevé au grade de contrôleur général récemment, mais en fait, c'est vrai que quand Daouda dit qu'il n'y a jamais eu de condamnation, on a vécu par exemple le cas de l'Office guinéen des chargeurs ici. Ouais. Les dossiers commencent bien, on arrête certaines personnes, on commence une bonne procédure, mais le plus souvent, le système est plus fort que tout le monde. Ouais. Le système est plus fort que tout le monde, on engloutit tout le monde à la fin parce que les ramifications sont telles que, quelle que soit la personne qui est là, elle a des gens, des affinités avec d'autres personnes qui réussiront à mettre le pied sur, comment on appelle, sur la trace suivie par les enquêteurs, ou bien à amadouer la personne qui est plus haut placée le plus souvent, la présidence de la République, parce que c'est pour cela qu'on voudrait que le président puisse se mettre un peu en retrait. Ouais. Parce que le plus souvent, il a des affinités avec les gens. Il a des personnes face auxquelles il ne peut pas dire non. Quand ces gens viennent lui parler, voilà pourquoi on peut commencer un dossier. Un Fabou, par exemple, qu'on pourrait auditionner, rien ne dit que pour l'instant, il a baigné là-dedans. Il faut respecter la présomption d'innocence. Donc, et Fabou et Bafoué, nous savons qu'il y a tellement de tractations, il y a tellement de ramifications dans le monde de la drogue, et le plus souvent, c'est de gros bonnets. Mais nous, en attendant, en tant que journalistes, nous respectons la présomption d'innocence. Mais ce que le Guinéen souhaite, c'est qu'on aille jusqu'au bout. Ouais. Mais je ne suis pas optimiste comme Ahmed ce matin. Parce que le plus souvent chez nous, les choses peuvent bien commencer et ça n'aboutit jamais. Pourquoi? Quand on parle de procédure judiciaire, si on veut vraiment que même les gros bonnets puissent répondre de leurs actes, parce que nul n'est au-dessus de la loi, Lamine, on a eu par exemple une procédure ici où un mandat d'arrêt a été lancé contre Fabou, contre le commissaire Fabou Camara aujourd'hui, contrôleur général de police. Mais le juge Charles Wright, vous vous souvenez, il avait lancé ce mandat, mais il n'a jamais été exécuté. Ouais. Le mandat d'arrêt n'a jamais été exécuté. Il a cité le cas du gouverneur. Même si le monsieur, même s'il n'y a pas eu cette situation, mais si on te cite, par exemple, à comparaître, quelle que soit la personnalité que tu es, viens comparaître pour prouver que non, tu n'as pas baigné dans cette histoire. Bien. Mais ici, il y a des gens qui pensent qu'elles sont au-dessus de la loi, elles n'ont pas besoin de venir devant un tribunal. Et je pense qu'en pareilles circonstances, tel que le cas de la BCRG, était-ce au ministère de la Justice de sortir un communiqué, ou bien était-ce au procureur, par exemple, de sortir défendre un dossier, dire qu'il y a eu ça, comme la saisie de drogue qui a été effectuée du côté de Nongo.
On a vu le procureur, notamment Sidi Souleymane Ndiaye, sortir, faire une déclaration par rapport à cette saisine de drogue du côté de Nongo. Je pense que les gens se marchent sur les plates-bandes des uns des autres ici quelquefois. Et c'est à déplorer. Je pense qu'il n'y a pas à défendre une personne parce que oui, on est bien placé, on est en affinité avec la personne, ou bien parce que la personne est bien placée et qu'elle pourrait nous être utile quand on en a besoin. Cette situation, on a parlé de saisie, c'est 100 grammes. 100 kilogrammes. Non, c'est plus, c'est une tonne. C'est 100 kilogrammes, officiellement. Officiellement, on parle de 100 kilogrammes, c'est ce qui a été dit. Oui. Mais je pense que ce n'est pas une mince affaire. Ah non. Et il ne faudrait pas qu'on retombe dans le passé comme tel qu'on l'a dit. Il a parlé des auditions qui se faisaient avec capitaine Dadis. Il ne faut pas qu'on revienne qu'on revive la même situation. Le Dadis show, on n'a pas besoin de show, on a besoin que la justice se mêle. Et si les auditions se font à la présidence, ce n'est pas une bonne augure pour que le dossier puisse aller jusqu'au bout. Honnêtement, est-ce que vous avez entendu le président de la République s'exprimer une seule fois sur ce sujet? Moi, je ne l'ai pas entendu. En tant que journaliste, vous n'avez pas besoin que quelqu'un parle. Vous suivez les dessous, les tractations qui se font. C'est ça votre rôle. Vous n'avez pas besoin qu'il parle officiellement. Alors, nous savons comment les choses se passent dans ce pays. Je peux affirmer, moi, que le président de la République n'a mené aucune audition et que c'est le procureur de la République qui a mené les enquêtes. Voilà. La justice suit son cours. À présent, notre dossier enquête. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On part avec cet élément. Les grandes gueules. Si le protocole Senkou Kaba de la présidence avait été parfaitement formé, il allait se rendre compte que j'ai été ignorée dans la salle et que je suis l'épouse du président de la République. C'est pas au président de parler de moi, c'est pas au président de me remercier parce que ce que je fais pour lui, je le fais pour moi-même. Mais j'aurais dû être présentée par le modérateur. Mais j'ai compris que l'erreur était venue de Senkou Kaba. Était venue de Senkou Kaba, une première dame, on le sait très bien, réservée, qui sort de Senghong, mon cher Ahmed, mon cher Moussa Moïse. Oui, au fait, je pense Qu'est-ce qui s'est-il passé? Non, mais ce qui s'est passé, chacun peut regarder les images de l'investiture du président. Et vous avez une première dame qui entre avec normalement son époux et qui a un événement dont la dimension n'est pas à décrire. C'était solennel. C'était quand même le couronnement, l'aboutissement du combat mené de toutes ses forces par Alpha Condé pour se donner un troisième mandat. Et cette bataille menée et le couronnement de tout cela lors d'une investiture pompeuse et devant les caméras du monde, devant des invités tels que des chefs d'État venus d'un peu partout, des représentants diplomatiques, eh bien, elle rentre avec son époux, mais on lui réserve une place qui n'est pas du tout la sienne. Qui n'est pas du tout la sienne. Regardez un peu les images. Vous verrez un peu la position qu'elle avait. Et quand vous regardez un peu la configuration de la salle, vous verrez qu'elle est coincée au niveau entre deux chefs d'État. En tout cas, il y a un chef d'État auprès duquel, un chef d'État africain, peut-être qu'Ahmed va me rappeler le nom. Exactement. Alors, il y a que derrière, vous savez, exactement. Il y a les murs là-bas ont des oreilles. Surtout là-bas, les murs ont des oreilles. Parce que c'est une maison mythique et mystique. Vous savez très bien, c'est quand même la Corée du Nord qui a construit cette grande bâtisse qui a été bombardée, on ne va pas rappeler l'histoire, autant de côté, et qui a peut-être sauvé aussi Fama Séné-Samon. Donc, vous avez vu, elle était mal placée, ce n'était pas du tout la place qui devait lui être réservée. Et la confidence derrière estime que la gêne se lisait sur le visage de ce chef d'État. Mais c'est une femme, quoi que l'on dise de la gestion de son époux, c'est une femme qui est réservée, qui n'expose pas, qui n'est pas extravertie, qui n'aime pas du tout se mettre devant. Les ping-pong médiatiques. Non, je pense qu'elle a encaissé. Elle a tellement encaissé. Et quand vous encaissez beaucoup et que c'est plein, ça déborde. Ça déborde. Donc c'est humain. Je pense que le pas qu'elle a franchi, le coup de pied qu'elle a donné dans la fourmilière, ça peut être un précédent, un bon précédent à mon avis. Parce que parlons des premières dames. On n'en parle pas parce qu'on a peur. Parce qu'on est un peu, on veut respecter une certaine pudeur. On se dit, quand tu parles de première dame, tu parles de la femme du président. Et toi, tu oses parler de la femme du président? Eh ben oui. Mais on parle du président de la République.
on ne peut pas quand même ignorer que le président de la République qui gère donc la chose publique, qu'on ne puisse pas parler de son épouse. Et qui dit épouse, dit quand même conseillère principale numéro 1 dans les conditions normales. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Parce que, tout simplement, quand le président franchit le pas, c'est l'épouse normalement qui est à côté. Lorsqu'il finit de faire son discours à son peuple, lorsqu'il a une main de fer, lorsqu'il donne des ordres un peu durs, le soir, dans le commun des mortels, on s'est dit, il retrouve qui? Il retrouve son épouse. Donc son rôle est capital et même crucial. Donc, ce qu'elle vient de faire, ça peut-être amener, je pense, nos honorables députés, je connais un peu, comment on appelle, le fonctionnement de l'actuelle Assemblée nationale. Je prends pour exemple le cas des coordinations régionales. J'ai partagé pleinement l'avis du président de l'Assemblée nationale là-dessus. Qui va permettre peut-être de codifier tout cela, le fonctionnement. Parce qu'il ne faut pas laisser des règles non écrites qui peuvent avoir des conséquences assez fâcheuses sur le fonctionnement de notre système démocratique. Je suis parfaitement d'accord. Mais comment est-ce possible? Pourquoi cette bourde? C'est pas possible. Attends, j'explique, je finis. Donc, ce coup de pied dans la fourmilière de Mme Condé Adja Djenekaba peut peut-être amener notre élite du côté du Parlement à codifier tout cela, à mettre tout cela en place pour que l'on sache comment on peut, quel est le statut qu'on réserve, parce que pour l'instant, il n'y a absolument rien du tout, vous ne verrez nulle part dans la Constitution. C'est vide. Et pourtant, Lamine, et pourtant, il y a un rôle qui lui est dévolu. Il y a un rôle qu'elle joue. Les figures de première dame, ce sont des figures apolitiques normalement, mais qui sont humanitaires, caricatives, qui agissent, mais qui dit figure humanitaire caricative, dit quand même quelqu'un qui contribue au bien-être des concitoyens. Et donc il y a un rôle à jouer un peu dans le fonctionnement du pays. Mais il faut laisser faire aussi. Non, je suis désolé. Je finis. C'est un combat qui n'a pas commencé par elle. Bernadette Chirac, elle a fait la même chose. Elle a joué d'ailleurs un rôle beaucoup plus... Elle ne s'est pas cantonnée dans le domaine humanitaire. Elle a mis un pied dans le domaine politique auprès de son mari. Elle a fait front contre les ambitions à l'époque assez avérées de Nicolas Sarkozy. Les pièces jaunes, certains peuvent s'en rappeler du rôle qu'elle a pu jouer. Existe encore, à ce niveau. Il faut aussi se rappeler du rôle que Michelle Obama, ça date d'hier, là, Michelle Obama. Michelle Obama qui s'est sentie frustrée. Je vous lis juste un petit passage de cette dame qui a quand même une élégance incroyable. Quand vous la voyez, la taille qu'elle a et tout, vous dites que c'est une guerrière. Mais elle aussi, elle est passée par cette ombre. Parce qu'elle a estimé qu'elle a été frustrée. Frustrée de l'insignifiance de son rôle. À tel point qu'elle avait envisagé de déménager à la Maison-Blanche que 6 mois après l'entrée d'Obama là-bas, sans comprendre réellement le rôle qu'elle devait jouer. Elle était, parce que le livre existe, contrainte de passer même par la secrétaire particulière pour 2 fois parler à son mari au niveau du bureau ovale. Elle a été, lors des premiers mois de l'investiture du président Obama, est obligée même de faire quelques achats pour des œuvres caricatives en ligne, avec une carte de crédit bien sûr qui n'est pas à son nom, qui était au nom de quelqu'un d'autre. Mais ça a été découvert tout cela. On a appelé ces baskets-là, je vais me rappeler, d'ailleurs on lui a donné le nom de fashionista comme première dame. Et les baskets qu'elle achetait ont coûté $500. Donc, il a fallu qu'elle prenne conscience de son rôle, qu'elle peut jouer, surtout dans le domaine de la couverture santé, auprès de son mari. Elle s'est battue, elle a cassé les codes, elle a cassé les barrières. Et avant la fin du mandat d'Obama, vous avez vu le rôle qu'elle a pu jouer. Je ne dis pas qu'il faut prendre l'argent de la République, aller donner. C'est déjà en train d'être fait. Ce que je demande, c'est une question de transparence. Il faut codifier cela, que l'on sache quel est le rôle qu'il lui a dévolu. Mais quand tu as un mari autoritaire aussi, c'est compliqué. Lamine, Alpha n'est pas facile, mon cher. Voilà, c'est de quoi je parle. Une phrase, je finis. Vas-y. Ce qui se passe pour... Non, je finis. Ce qui se passe pour Madame Condé Djenekaba, parce que c'est important quand même, Madame Condé Djenekaba, ce qui se passe pour... C'est pas que ça va être quelque chose taillé à sa mesure, mais c'est un combat qui va... Donc tu conseilles à la première dame de se rébeller. Je lui conseille, je lui conseille vivement que le coup de pied qu'elle a donné de la fourmilière ne soit pas le dernier. Qu'elle en donne plusieurs. Elle va le faire. Elle va le faire pour elle. Non, Lamine, c'est important. L'humiliation entre 4 murs est compréhensive. L'humiliation aux yeux du monde est inconcevable à Lamine.
c'était devant les caméras du monde. Je trouve que ça n'est de trop. Et ce qui peut se passer pour ce cas-là, parce que c'est sans précédent, aucune première dame ne l'a fait. Aucune. Ouais. Aucune première dame ne l'a fait. Vous avez écouté Henriette se plaindre du protocole parce que qui se plaint de l'ombre, parce que le chef protocole, c'est l'ombre. Voilà, qui se plaint de cela se plaint tout petit peu du fonctionnement de l'entourage du chef de l'État. Je pense que c'est assez fort. Il faut comprendre cette dame et ce qui peut être fait par l'Assemblée nationale, c'est pas pour Adjadjene Kaba. C'est pour toutes les premières dames. Exactement. Oui. Que je sache. Oui. Qu'on sorte des shadow cabinets, les cabinets de l'ombre qui existent. On prend de l'argent, on donne. C'est notre argent, c'est l'argent du contribuable guinéen. On ne sait pas combien donner. Qu'on institutionnise tout ça, que les shadow cabinets prennent et qu'on puisse savoir. Voilà ce qui lui est dévolu, voilà le rôle qu'une première dame en République de Guinée doit jouer. Au moins c'est connu, on ne peut pas du tout aller dans les superstitions. Aujourd'hui, si on vous demande combien on lui alloue, vous ne pourrez pas le dire. Du tout. Vous ne pourrez pas le dire. Ouais. Voilà, donc je trouve qu'il faut aller de l'avant, il faut saisir cette situation-là et puis avancer. Moi, je lui tire chapeau. Ouais. Je lui tire chapeau et j'attends un second coup de pied dans la fourmilière. Et Moussa. Ouais. Wow. Allez-y, madame. Non, mais à un moment, hier, je disais qu'à un moment donné, on est libre de prendre une décision, mais en même temps, je plains la situation de la dame. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a d'autres même qui divorcent. On a vu Sarkozy quand même. Oui, justement, à un moment donné. Ouais. Moïse parle de l'histoire de Michelle Obama et d'autres dames. Ça dépend aussi de l'histoire du couple. Effectivement. Est-ce qu'ils se sont battus ensemble? Est-ce qu'ils se sont réellement aimés? Parce que ça dépend de cela aussi, Lamine. Si vous avez une personne, une femme qui se bat, mais il faut le dire, c'est une histoire. Si vous êtes battus ensemble pour conquérir le pouvoir, c'est le cas Michelle Obama et Barack Obama. Il y a d'autres personnes. En fait, on doit l'ignorer? Non, je n'ai pas dit. Je ne justifie pas le fait qu'on l'ait ignoré. J'explique un peu la situation de cette dame. Oui. En fait, moi, je la plains. Pourquoi? En fait, je pense que vous devez la rencontrer, madame. Un couple présidentiel doit être proche. Non, mais c'est vrai. Vous ne verrez jamais le chef de l'État main à main avec cette dame. Normalement, à l'investiture, le chef de l'État, là où il a prêté serment, quand il a fini, il devrait remercier sa femme pour le combat qu'elle a mené à côté de lui. Il ne l'a pas fait. En fait, il donne l'occasion, peut-être à Senkou et autres, de faire ce qu'ils ont fait à l'investiture. Tout dépend de l'homme. Pourquoi il ignore la dame? À toutes les rencontres, vous ne verrez jamais cette dame à côté de son époux. C'est rare de les voir main à main. C'est comme un peu ces derniers temps. Trump et Melania. Quand Trump est devant à 5 mètres, Melania est derrière. C'est le cas avec le président Alpha Condé. Franchement, je me dis qu'à un moment donné, ça dépend de l'histoire. Ils se sont mariés juste avant que le président ne soit candidat pour la présidentielle de 2010. Est-ce que c'était quelque chose, c'était juste pour sauver l'image, pour des formalités? Il y a cela aussi. Et ça dépend de la personnalité de la première dame aussi. Je me dis que les premières dames, ça doit être des femmes de caractère. Regarde la femme de chose. C'est une femme de caractère. Il faut foncer. Je sais qu'elle a une fondation. Voilà. Oui, non, mais attends, c'est une femme de caractère. Ce qu'elle a fait hier. Au-delà de cela, les premières dames généralement font dans l'humanitaire. Parfois, vous n'avez même pas besoin que l'État vous donne des fonds. Ça dépend de votre... vous pouvez monter des projets, être dans l'humanitaire, aller vers des institutions. Il y en a qui réussissent. C'est la femme de Ouattara, je pense, qui se bat quand même, qui est dans l'humanitaire, qui met beaucoup de choses en place. Notre première dame fait la même chose. Oui, elle fait des choses avec Prosmi. Je me rappelle, avec la fondation Prosmi, je me rappelle de ces bébés siamois qui ont été séparés du côté de la France. Non, au Vatican. Financé par le Vatican. S'il te plaît, Ahmed. Oui, pardon. Mais c'est grâce à son combat que cela a été fait. C'est ce que je voudrais dire. En même temps, si le respect de la personne dépend de l'image que veut le chef de l'État, à quel point il respecte sa femme. En fait, en Afrique, c'est bizarre. Vous verrez les chefs de l'État qui ne reconnaissent pas pratiquement le combat qui est mené par l'épouse. Je me dis qu'à l'investiture, chaque chef d'État devrait appeler sa femme à ses côtés, la féliciter, parce que nous voyons ces dames sur le terrain quand même. Mais oui, on est là dans le formel, on parle, on remercie tout le monde, on remercie les partis politiques, on ignore cette dame aussi qui est à côté, elle a mené un combat. C'est dommage qu'on ait pu l'ignorer dans cette salle, mais en même temps, je pense que la faute vient du chef de l'État. S'il tenait cette femme-là, main à main, il rentre avec elle, c'est son épouse, ils sont assis côte à côte, vous allez voir, personne n'allait oser faire ce qui a été fait là, dans cette salle. Il n'aime pas extérioriser son amour. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.
notre invité ce matin, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran évidemment, monsieur Aboubacar Souma, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Bienvenue. Voilà. Alors, Aboubacar Souma, c'est une question d'actualité. Vous voyez que la 4e République fait face quand même au coronavirus. Ebola vient lui porter main forte. Comment vous voyez tout ça? Comment vous analysez tout cela? Bon, en tant que religieux, je dirais d'abord c'est la volonté divine. Ah? Oui. Okay. La maladie ne vient pas d'une personne. Ça vient de Dieu. Voilà. Deuxièmement, il faut prendre des mesures pour éviter sa propagation, pour éviter qu'il y ait beaucoup de victimes. Ça devient un problème de l'État. Ouais. Ça, l'État doit prendre ses responsabilités, faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de victimes. Ça, je suis d'accord. Je suis quand même un peu ébahi par les propos, l'un des pans des propos du sous-préfet. Ouais. Vous savez, il y a 5 victimes officiellement déjà, et ça fait un peu plus d'une semaine que nous parlons de cette maladie, mais ça date d'avant même une semaine, et qu'ils nous disent que jusqu'à ce jour, aucune mission n'est encore arrivée sur place. Je trouve cela extraordinaire. Ouais. Au fait, ce qu'il faut éviter, ce sont les effets d'annonce, ce sont comment on appelle, les écrans de fumée qu'on nous présente à chaque fois parce qu'on veut faire passer un message à l'opinion publique nationale. L'épicentre, là où le premier cas a été détecté, pour l'instant, aucune mission n'est encore mis pied. Les grandes gueules. La mission est en route. Bien. Je trouve que c'est pas du tout normal. On aurait dû avoir actuellement à Gouéké un dispositif assez important. Parce que le cas de ce marché hebdomadaire où des pays frontaliers ou des citoyens des pays frontaliers viennent, je trouve que ça peut être aussi une source d'entrée peut-être de la maladie. Et que cette zone ne soit pas déjà en inspection par le corps médical, je trouve que c'est une légèreté assez grave. Voilà, monsieur Souma, on suit l'actualité de près. Hein. Est-ce que vous avez eu vent de ce rapport qui a circulé un petit peu ce week-end, qui parle, on n'a pas envie de dire, hein, vraiment, qui fait état des supposés de complots, organisations. On parle notamment des acteurs du FNDC ou encore de l'opposition elle-même. Surtout de l'UFDG. Hein, de l'UFDG, exactement. Voilà. Est-ce que vous avez eu vent de ce rapport? Oui, l'UFR a été cité. Okay. Oui, bon, je n'ai pas vu le rapport. J'entends parler dans leur petit groupe. Mais je n'ai pas vu moi-même le rapport. Je n'ai pas connu le rapport. Mais je voudrais qu'on cesse en Guinée de raconter ce problème de complot politique qui a, si tu veux, détruit l'essence même de ce pays depuis les années d'indépendance. Nous allons en complot, lorsqu'il y a des défauts ou des erreurs politiques commises, on est en train, pour masquer peut-être ces erreurs politiques, on essaie de créer les situations où la population fera face et puis oublier l'essentiel. Moi, je pense que lorsque quelqu'un... C'est la politique politicienne pour vous? C'est de la politique politicienne pure et dure. Lorsqu'on sait que quelqu'un est en train de préparer un coup d'État, on a des preuves tangibles. On n'a pas besoin de passer par la voie médiatique. On les met devant la justice. C'est justifié. C'est de cela qu'il s'agit là. Mais il me paraît trop politicien de faire des choses qui ne sont pas fondées pour juste essayer d'oublier les gens de l'essentiel ou de les détourner de l'essentiel. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Le rapport, il en est un, mais qu'est-ce que vous diriez alors de toutes ces accusations portées aujourd'hui contre ces les opposants qui sont en prison, celui d'Alain Diallo qui ne se déplace plus, ces locaux sont barricadés. Est-ce qu'à ce niveau, vous pensez également que c'est de la politique politicienne? Bon, si les accusateurs, parce qu'il revient aux accusateurs d'apporter les preuves de donc à l'État. À l'État. N'est-ce pas? Oui. Moi, je ne suis pas juge. Non plus quelqu'un de la police ou de la gendarmerie qui aurait mené ces enquêtes-là jusqu'à voir ce rapport. Je ne peux pas commenter le contenu de ce rapport. Il revient à ceux-là qui l'ont fait de dire comment ils l'ont trouvé et de faire comparaître des accusés, qu'on leur donne toute la chance. Mais quelle est votre lecture de cette situation? Les opposants qui sont détenus à la maison centrale, d'autres sont malades, Ma d'autres sont position est décédés. connue, M. Lamine. Oui. Je l'ai dit sur les antennes. Oui. Si les gens sont arrêtés, Oui. la première chose,
c'est de donner une certaine célérité dans les procédures de jugement. Oui. Qu'on sache que le peuple de Guinée sache pourquoi M. Gawala a été arrêté. Quels sont les faits qu'on le reproche? Est-ce c'est fondé? Est-ce que c'est pas fondé? J'ai été jusqu'à dire, les gens ne m'ont pas compris. Je dis les libérer, demander leur libération me paraît invraisemblable en tant qu'homme politique. Si on arrête un homme politique, l'homme politique doit accepter la prison pendant tout le temps qu'il faut pour que sa culpabilité ou sa non-culpabilité s'établisse. Avec une procédure pareille, non. Vous le dites si bien parce que vous êtes dans ce studio climatisé. Oui, mais vous dites avec le temps qu'il faut. Vous n'êtes pas à leur place. Je dis, je ne parle pas de Corentin, la maison centrale de Corentin. Vous parlez de quelle prison? Je parle de prison. Un homme politique résident en prison. Surveillé? Un homme politique en prison. Il y a plein d'hommes politiques qui ont été en prison. Ce n'est pas la Guinée qu'il faut voir là. Mais lorsqu'on t'accuse de quelque chose dont tu n'es pas auteur, tu n'as pas prouvé ton innocence, on te libère comme ça. Non, ils n'ont pas prouvé plutôt l'accusation. Les grandes gueules. Je ne parle pas de façon spécifique qu'à Ousmane Gawal, qu'à Chérif Ba, qu'à ceci. Moi, j'aurais souhaité qu'ils donnent la chance à nos amis de prouver leur innocence. Alors, comment du coup vous analysez la décision des avocats de la défense de se retirer du procès parce que ils sont convaincus je sais pas, d'un manque de clarté autour du traitement. Comment analysez-vous leur retrait? Je trouve, selon les argumentations que j'ai lues sur les réseaux sociaux, honnêtement, si cela s'avère vrai, ils ont tout à fait raison de se retirer parce qu'ils sont là pour que le droit soit dit. L'avocat, ce n'est pas pour défendre vaille que vaille son client. Il souhaite qu'il y ait la manifestation de la vérité juridique. Bien. Si cette vérité ne peut pas être obtenue, il a tout à fait raison de quitter. Bien. Monsieur le député. Il faut le rappeler, notre invité ce matin, honorable Aboubacar Souma, président de GDE, il faut le dire. On parle de dialogue cette fois-ci, c'est important, Ahmed. Oui, tout à fait, mais je voudrais juste, si tu me permets, revenir sur deux trucs, parce que j'ai noté 2-3 mots que vous avez utilisés. Célérité, ce qui veut dire que vous demandez une justesse dans la justice et dans la procédure. Puis vous avez, alors il y a quelque chose qui me choque de la part d'un député, c'est que vous venez de nous dire, je vous cite, selon ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Vous êtes député de la République. Vous avez tout le loisir et la force publique pour vous pour demander à ce qu'il y ait de la part de l'État une justification de l'emprisonnement de nos hommes politiques, premièrement. Et vous avez tout le loisir, puisque vous êtes élu par le peuple, pour demander à la justice de faire son travail de manière proportionnée, juste et surtout cohérente. Or, vous nous parlez aujourd'hui, vous, député de la République, des réseaux sociaux. Je ne comprends pas. Non, je dis les informations que j'ai eues à travers la déclaration de retrait des avocats. Je n'ai pas rencontré ces avocats de façon physique. Oui, mais est-ce que votre seule source de renseignement sont les réseaux sociaux, monsieur le député? Oui, mais peut-être que je vais poser... J'ai bien compris. Et je comprends parfaitement, Ahmed. Peut-être que je vais poser la question autrement. Est-ce qu'au niveau de l'Assemblée, avec vous les députés, est-ce qu'il y a une démarche aujourd'hui pour comprendre ce retard qui existe dans le traitement des dossiers de ces détenus politiques? Merci beaucoup pour cette question. J'avoue que je ne suis pas du groupe parlementaire, je commence par ça, du RPG Arc-en-Ciel. Nous avons notre groupe parlementaire. Sachez d'avance que l'Assemblée nationale, c'est la dictature de la majorité. Nous n'avons que 2 instruments à notre disposition pour pouvoir aller dans le sens de mon ami Ahmed Kourouma, c'est-à-dire contrôler l'action gouvernementale. Lorsqu'il y a des Guinéens qui sont arrêtés, nous pouvons, en tant que député, un député est un intercesseur permanent. Quel que soit le citoyen guinéen, nous avons l'obligation de le défendre et de le protéger. L'obligation, je le dis. Monsieur le député, je viens. Vous avez le verbe facile, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. S'il vous plaît, je viens. Ce que je te dis là, c'est de la vérité, ça vient du fond du cœur. Je n'en doute pas. Pour le faire, nous avons 2 instruments. Soit la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire ou la mise en place d'une commission d'information parlementaire. Oui. Lorsque vous proposez la mise en place d'une telle structure ou d'une telle commission, il faudrait que ça passe au niveau de la plénière. Si la plénière ne valide pas
ça ne bougera pas. Mais est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait? On comprend. C'est vrai que c'est établi ainsi, mais est-ce que vous l'avez fait déjà? Et que ça ne passe pas? Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que nous avons, pas par rapport comment on appelle, aux prisonniers, mais moi personnellement, nous avons tenté de mettre en place certaines commissions d'enquête parlementaire sur le problème minier, de Bokeh, de Bofa et autres. Ça n'a pas prospéré. Oui, bien. Alors, moi, je voudrais tout de même que vous compreniez la politique actuelle du bâton et de la carotte. Ouais. D'abord, il y a le président de la République qui parle de dialogue inclusif et de cadre de dialogue permanent. Et Mamadou Sylla qui tient vraiment à ce que son statut de chef de file de l'opposition lui soit reconnu. Il a entamé des démarches. Il allait rencontrer récemment le Premier ministre, accompagné également de quelques opposants. Est-ce que vous voyez une perspective heureuse à cette nouvelle démarche? Parce qu'au cours de cette rencontre, la question de la visite aux détenus politiques a été mise sur la table. Alors, vous pensez qu'une telle procédure peut prospérer quand on sait l'échec des précédentes? Oui, non. Oui. Bon, monsieur le député. Oui, non, c'est-à-dire. Oui, non, oui. Mamadou Sylla, qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, selon la situation actuelle, est le chef de file de l'opposition. Oui. Parce que la loi est claire. Moi qui te parle, j'aurais souhaité peut-être être chef de file. Mais Dieu ne m'a pas donné la chance de l'être. Aujourd'hui, après le RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée, le parti UDG a 4 députés. Ah. Mais ne dites pas le nom parce que c'est un peu... Laissez-moi dire exactement. Et donc, c'est bien en seconde position. Mais quand même. Continuez quand même. En seconde position, après le premier parti. Attendez. Moi, nous, on s'en fout. Nous, on interprète les lois. C'est pourquoi on vous écrase. C'est pourquoi on vous écrase. D'accord. Voilà. Vous êtes une minorité, une portion congrue, presque insignifiante. Monsieur le député. D'accord, oui, permettez-moi. Donc, Mamadou Sylla est bel et bien le chef de file. Moi qui te parle, je fais partie du cabinet de Mamadou Sylla. Je comprends bien. Tant mieux, on est heureux. Je comprends bien. Monsieur le député. Je fais partie. Et la démarche que nous avons entamée là, je pense que ça peut aboutir. Monsieur le député. Comment expliquez-nous. Voilà. Le Premier ministre a-t-il été réceptif au message que vous avez passé? Et quelle est la réponse qu'il a donnée? Il a demandé aussitôt à son ministre de la Justice de nous faciliter la tâche, non seulement pour aller rendre visite, sans crise. Ça leur fait une belle jambe, ça, monsieur le député. Mais je vais vous dire une chose. Vous êtes... Attends, laissez-moi finir. Non, il n'a pas fini la réponse. Je voudrais juste poser une question. Il a dit oui ou non? Il a dit oui ou non. Laissez-moi juste finir. Monsieur le député, il y a quelque chose qui me dérange quand je vous entends parler, à l'entame de cet échange, vous avez parlé de Dieu. Moi, je me fous de savoir si vous croyez en Dieu ou pas. Vous êtes un député de la République, d'un État laïque. Donc, vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de nous parler de Dieu dans cette enceinte. Si l'État est laïque, ça me condamne à ne pas reconnaître. Non, mais ça vous condamne par ça. Monsieur le député, ça vous condamne. Non, monsieur le député, ça vous condamne. Ça vous condamne. Et vous m'avez posé une question, je peux y répondre? Oui. Ça vous condamne à rester neutre de manière laïque. Et moi, je ne veux pas savoir de quelle religion vous êtes. Vous êtes un député de la République. C'est votre problème. Merci. Non, mais c'est le mien. Oui, ça devient un problème. Donc, je finis. Si vous permettez, je finis. Vous avez dit, je vous cite encore une fois, l'Assemblée nationale, c'est la dictature de la majorité. C'est ça, je vous cite. D'accord? Oui. Ce qui me dérange dans votre démarche, c'est qu'il y a des députés, et je suis très content que vous soyez sur le plateau, on parle des députés qui croupissent en prison depuis maintenant... Députés? Des hommes politiques. Députés. Des anciens députés. Oui, effectivement. Les grands gars. Et des hommes politiques croupissent en prison depuis maintenant des mois. Des raisons ignorées par nous. Alors, c'est encore plus grave. Si vous ignorez pour les raisons... Pas. Non, mais attendez, monsieur le député. Arrêtez de vous défausser. Vous ne pouvez pas venir. Vous êtes un élu de la République, payé par le contribuable guinéen, censé représenter les Guinéens. Et surtout, les garants, ce qui est le plus important, monsieur le député, les garants de la démocratie de ce pays. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir ici à cette table et nous dire à nous, on n'est pas au courant. Faites des enquêtes, vous avez des moyens à votre disposition. C'est ça qui m'intéresse. On parle aujourd'hui, depuis des mois et des mois des prisonniers. Moi, ça me fait mal au cœur de voir un Ousmane Miawal à la maison centrale, et ceux qui sont censés
défendre la démocratie de ce pays en dehors de ses avocats, venir nous dire à l'antenne ici, on n'est pas au courant, on n'a pas fait de commission, vous venez nous parler de mines, vous faites un amalgame, on parle de vies humaines, on parle de fonctionnement de la démocratie guinéenne, et il est temps, monsieur le député, que vous preniez vos responsabilités. Attendez. Monsieur Kourouma, je voudrais te poser une question. Je t'écoute. C'est vrai qu'on ne doit pas vous poser des questions ici. Si, je t'écoute. Je suis ouvert à toutes les questions. Je suis venu pour que tu me donnes les leçons. Oui, absolument. Maintenant, oui, Ahmed. Oui, je suis désolé. Parce que vous venez, je suis désolé. Non, je suis désolé. Il m'a posé une question, je réponds. Il m'a posé une question, je réponds. Tu aurais pu aller à l'Assemblée. On te donne toute la chance. Je suis parfaitement d'accord. Fais-le. Allez-y là-bas, tu vas donner les leçons. Mais sache une chose, ce que tu fais là, tu es vraiment le prototype du Guinéen. Parce qu'il pense qu'il a raison. C'est lui qui a raison. C'est ça le prototype du Guinéen. Alors, moi, ce que je vais te dire, nous n'avons que 4 rôles. Un député sur le plan loi n'a que 4 rôles. Non, tu ne connais pas. Ahmed, j'espère que tu ne connais pas les fonctions d'un député, M. Kourouma. Tu ne connais pas. Si tu connaissais, tu n'allais pas agir comme ça. Alors vas-y, c'est quoi les fonctions d'un député? Donne-moi un cours de sciences. Nous avons la fonction législative. Oui. Nous avons la fonction d'intercesseur permanent. Absolument. Nous avons la fonction de représentation nationale. Nous avons la fonction. On va évoluer, monsieur Souma. On va évoluer de l'action publique. On va évoluer, monsieur Souma, s'il vous plaît. Allez-y, honorable. Aujourd'hui, ce sont quand même vos amis, ce sont vos compatriotes qui croupissent en prison. Oui. La question de leur procès, parce que vous ne souhaitiriez pas aujourd'hui qu'ils soient libérés ainsi sans que la culpabilité ou l'innocence soit établie, est-ce que vous en avez parlé directement avec le Premier ministre pour que les procès soient vraiment des procès crédibles qui garantissent quand même, s'ils doivent être coupables ou innocents, que cela soit vraiment réel? Mon frère, non seulement nous l'avons dit verbalement, oui, mais nous avons rédigé un mémorandum écrit, noir sur blanc, envoyé au président de la République, envoyé au gouvernement à travers le Premier ministre. Et je crois que le chef de file, à travers son cabinet, est en train d'envoyer ça au niveau des institutions républicaines pour que le contenu soit connu de tous les Guinéens et les partenaires techniques et financiers. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une sincérité dans la démarche ou une efficacité? Dans quelle démarche? Dans la démarche du chef de file? Oui. Et là, vous le pensez? Et l'attitude de l'exécutif face aux différentes démarches, est-ce que vous avez espoir que ça pourrait marcher? C'est pourquoi j'ai commencé par dire on ne m'a pas permis de répondre. C'est pourquoi j'ai commencé par dire oui et non. Oui. On aurait pu me permettre d'aller au bout. Allez-y, monsieur Souma. Je ne peux pas, à l'heure où je vous parle, avant que nous venons d'entamer cette démarche, dire que l'État, c'est-à-dire le gouvernement, sera sincère et sera respectueux des engagements qu'il va prendre vis-à-vis du cabinet de chef de file. Je ne peux pas le dire d'abord. Justement, la raison pour laquelle je parlais de sincérité, entre autres. Exactement. Voilà. Exactement. C'est pourquoi j'ai dit oui ou non. En tout cas, en ce qui nous concerne, sachez une chose. En ce qui nous concerne, ceux qui composent ce cabinet, nous ferons les grandes gueules. Maintenant, il revient à l'État. Comme on a posé le problème de visite dans les prisons, le Premier ministre a appelé le ministre de la Justice pour nous faciliter la tâche. Dans les jours à venir, espérons qu'ils vont accepter. Alors, moi, je sais que les prisonniers acceptent de vous recevoir, parce qu'on a vu dans Sakourouma, entre autres. Non, mais c'est important. C'est différent. Moi, ce que je trouve, je sais que l'argumentaire de la séparation des pouvoirs va peut-être être mis sur la table en vous faisant comprendre que l'exécutif n'a absolument rien à voir dans les procédures judiciaires, alors que les procédures judiciaires sont en cours et le gouvernement sort l'artillerie lourde, un rapport qui accable les opposants et qui pourrait permettre aux juges, et qui a la dernière décision, qui pourrait permettre donc aux juges en charge des dossiers d'avoir la main lourde. Comment vous comprenez d'abord cette attitude deux poids deux mesures? Attendez, ils ne pourront pas utiliser cet argument de séparation de pouvoir parce que tout simplement, sachez que, comment on appelle, l'État, lorsque le jugement ou quelqu'un a commis une faute, il doit être jugé, c'est l'État qui exerce un pouvoir. Ok. Deuxième chose, c'est l'État qui garde le prisonnier. Et la prison relève directement du ministère de la Justice. On est d'accord? Si quelqu'un veut rendre visite à la justice, le pénitencier
relève directement du cabinet du ministre de la Justice. Donc, à cet égard, il n'y a pas de problème de séparation de pouvoir. Deuxième chose. Les grandes gueules. Le chef de file de l'opposition est une institution républicaine. Tu comprends? Alors, nous avons deux possibilités. La première possibilité, lorsque nous avons été voir le Premier ministre, nous l'avons demandé verbalement. Si cela ne marche pas, nous avons la possibilité au niveau du Parlement, dans le cadre du cabinet du chef de file de l'opposition, de proposer, comme le veut mon frère Kourouma, la mise en place d'une commission d'enquête ou d'information parlementaire. Que ça passe ou ça ne passe pas, parce que c'est une question de vote, là. Est-ce que vous comprenez? Mais nous le verrons. Est-ce que le budget du chef de file est tombé? Parce qu'on voit que son cabinet s'agrandit un tout petit peu. Vous avez même des conseillers. Et 2 opposants sont venus se greffer à vous. 3. On retient tout de même Baouri, on retient Dr Faya Milimono. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui a prévalu à rapprochement de ces opposants-là. Honnêtement, mon parti a reçu le chef de file de l'opposition. On vous a vu sur Espace TV, vrai? Il est allé nous tendre la main. Il a demandé qu'il souhaiterait que tous les Guinéens acceptent qu'on se mette ensemble, qu'ils partagent les mêmes points de vue et les mêmes valeurs. D'accord. Vous avez intégré le cabinet? Moi, j'ai accepté, mon parti a accepté. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit avec Baouri? Je ne peux pas le dire. Il y a 2 questions. Qu'est-ce qu'il a dit avec l'autre? Je ne peux pas. Maintenant, le budget. Le budget n'est pas encore élaboré. Bien. Ce que vous ne savez pas, lorsque le chef de file de l'opposition est désigné, il doit composer son cabinet. C'est au cabinet de faire une proposition de budget qui doit être discutée avec le bureau de l'Assemblée, soumis à la plénière, et la plénière ayant validé le budget. Le montant de 500 millions n'est donc pas périn? Non. Je vous ai dit ici, pendant que j'étais à l'UFDG, je dis ce qui a été fait pour obtenir les 500 millions, voire, parce que ça ne faisait pas 500 millions pic, je dis que la démarche a été fauchée. Bien. Je l'ai toujours dit. Monsieur le député. Ça n'a pas été un On a débat. que 2 minutes, ça les n'a gars. pas Monsieur le suivi député. la procédure normale. Je l'ai toujours Monsieur dit. le député, C'est de la guerre, hein, voilà. Monsieur le député, est-ce qu'on peut revenir aux prisonniers? Parce que honnêtement, parler de sous ici, ça me... vous êtes conscient quand même que vous avez, en tant que député de la République, un pouvoir coercitif. Vous avez la possibilité de pousser l'État à vous ouvrir les portes des prisons, sans passer par le garde des Sceaux, comme vous le dites, parce que vous avez un pouvoir décisionnaire. Ce qui me dérange, et c'est en cela que nous ne sommes pas d'accord, mais je le dis avec tout le respect que je vous dois en tant que député, c'est que j'ai l'impression que vos démarches ne sont pas concrètes. Elles sont, vous avez le verbe, ça s'entend, mais moi j'aimerais plus d'action parce que, encore une fois, on parle d'humains et il y a des hommes politiques qui croupissent en prison. Et j'ai l'impression vraiment, monsieur le député, navré de vous le dire, que l'Assemblée nationale et que vous en particulier, vous ne remplissez pas votre rôle de garant des libertés publiques et de la démocratie guinéenne. Ok, monsieur, je te donne, tu as le droit de le dire. Merci. C'est ta volonté. Merci. Mais je vais vous dire des choses. Abakar Soumé contre toute forme d'injustice. En tant que personne physique d'abord, plus forte raison responsable politique. Les amis qui sont, ceux qui sont aujourd'hui en prison, moi qui te parle, c'est mes amis à moi. Bien. Du fond du cœur, je ne souhaiterais pas la prison pour eux. Alors, puisque vous parlez... Attendez, je viens. Oui. Si c'était moi, si ça ne tenait qu'à moi, je ne souhaiterais pas la prison pour eux. Honnêtement, du fond du cœur. D'accord. Maintenant, dire que nous avons des méthodes outre qu'on peut utiliser, bien sûr, pour faire libérer nos amis. Non, pas libérer, c'est pas ce que j'ai dit. Allez, je dois rendre l'antenne malheureusement. Voilà. C'est de dénoncer. Moi, je suis parmi ceux-là qui sont passés dans les médias pour demander à ce que la procédure soit accélérée, pour qu'on sache qu'est-ce que nos amis ont fait. Si ils sont coupables, qu'on le chasse. S'ils ne le sont pas, qu'on les libère. Du fond du cœur, puisque vous parlez du fond du cœur, vous avez côtoyé vos amis pendant des années, vous avez fait des manifestations politiques ensemble. Est-ce que du fond du cœur, vous pensez sincèrement que les charges qui sont en train d'être évoquées peuvent être réelles? Fabrication d'armes, cache d'armes de guerre. Du fond du cœur, on veut entendre celui qui les a côtoyés, qui les connaît. Si on me dit que Ousmane Gawal peut tenir des propos, je sais, mais dire qu'il a gardé, je n'ai jamais vu Ousmane. Je n'ai jamais connu un Ousmane Gawal avec une intention quelconque. Bien. Fabrication. Merci beaucoup en tout cas. Le Chérif Ba d'ailleurs, je le dirais, il n'est même pas un homme politique. Au contraire, c'est un homme
religieux. Dire qu'il a ça, ça m'étonnerait. Mais lorsque j'aurai des preuves, c'est tout. Voilà. Honnêtement. Merci beaucoup en tout cas, M. Souma, d'être passé ce matin chez les GG. Vous êtes toujours allié avec le RPG ou pas du tout? Non. Bon. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.